Blockchain, crypto, NFTs, DeFi, metaverse, Web3 is literally eating the world, and community builders are the new leaders. Hi everyone, I'm Bilal El Alami, co-founder of Pirates Lab, a startup studio fully dedicated to Web3 startups. I'll give the mic to Web3 builders, founders, and investors so that we can deep dive with them into what is truly about Web3 entrepreneurship. No conventional bullshit, only creativity, rebellion, and community-driven insight. Bonjour tout le monde, c'est Bilal El Alami, fondateur de Pirates Lab. Je suis content aujourd'hui car je reprends une nouvelle saison de mon podcast et je reçois pour ça Julien. Salut Julien, comment vas-tu? Salut Bilal, au top et toi? Très bien, très bien. Je suis assez excité aujourd'hui parce qu'on va parler d'une nouvelle narrative dans le Web3, le DePIN, Decentralized Physical Infrastructure. Waouh, encore un nouveau mot méga exotique. Trop hâte de décortiquer ça. Mais bon, avant de commencer, j'aime bien commencer par avant de rentrer dans le sujet, j'aime bien commencer par un petit tour d'introduction autour de ton parcours initiatique, si j'ose le dire. Raconte-nous un petit peu où tu as grandi, qu'est-ce qui a forgé ton caractère, qu'est-ce que tu penses qui a forgé ton caractère au fil des années? J'ai grandi à Paris, puis en région parisienne. Je suis l'aîné, moi, d'une famille de 5 enfants. Alors, ce qui m'a forgé, c'est une bonne question. Je pense que c'est l'autorité de mon père. C'est con à dire, mais famille hyper stricte, 5 enfants, toujours des noms, hyper difficile d'avoir ce que tu veux, etc. Du coup, en fait, je pense que j'ai appris, j'étais un peu un rebelle, toujours dans les extrêmes. Je me prenais des torgnoles si je mettais pas les coudes à 40 cm, si tu renversais un verre, etc. Et du coup, je pense que ce qui m'a forgé, si on la fait très très courte, c'est une autorité trop forte qui fait que j'avais envie d'aller au-delà des règles et de trouver toujours des stratagèmes pour réussir à sortir le soir, pour réussir à avoir, je sais pas moi, une mobilette pour pouvoir me déplacer comme je voulais, enfin, pour être libre en fait. Finalement, le concept, c'était réussir à être libre. Et donc, si j'en suis là où j'en suis, bon, à 30 ans, voilà, ou plutôt le caractère, c'est j'arrive pas à accepter un non. Et du coup, quand on me dit non, j'essaie toujours de trouver un truc pour... ouais, voilà, c'est ça, ouais, des triggers pour essayer de le transformer en un oui peut-être ou en un truc qui va changer, quoi. Donc, c'est un peu la question que j'allais te demander après, c'est qui est-ce que tu considères être ton mentor? Tu as parlé de ton père. Est-ce qu'il y a d'autres personnes au fur et à mesure de ta vie que tu considères comme ayant eu un impact positif dans ta manière de penser, qui ont influencé certains de tes choix? Ouais, c'est mieux. En fait, alors, est-ce que mon père est un mentor? C'est plutôt un pilier qui a fait que je m'y opposais. Donc, voilà. Ensuite, des mentors, je pense que j'en ai eu plein. Quand j'étais petit, c'était mes profs de maths ou mes profs de français ou machin. Ensuite, quand j'ai grandi, j'ai commencé. Alors, je pense que je suis passé par des Steve Jobs, des Elon Musk, des Jeff Bezos, etc. J'ai lu tous leurs bouquins. C'est vrai que c'est inspirant de connaître leur histoire. Ils sont partis de rien, dans leur garage. C'est des narratifs qui sont assez sympas à entendre. Je me suis tapé tous les films de Steve Jobs, à regarder un peu comment ça marchait. Ça me fascinait. Donc, je pense que j'ai commencé par là. Après, je réfléchissais un peu. Ce qui m'a énormément marqué quand j'étais petit, c'est un film que tout le monde connaît qui s'appelle Retour vers le futur. Je ne sais pas pourquoi, mais ce film, il m'a marqué. Et ce qui m'a marqué, c'est le pot de banane que tu mets dans la voiture pour qu'elle puisse démarrer. Je me suis dit, mais c'est trop génial. Comment ça... Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible de faire fonctionner une voiture qui va dans le temps, certes, mais qui vole, etc., avec une peau de banane? Du coup, quand j'étais petit, je m'étais amusé à mettre des pots de banane dans le réservoir de la voiture. Bon, je me suis pris des grosses torgnoles. Bon, forcément, ça n'a pas marché, ça l'a tué. Mais en fait, ouais, c'est un peu ça qui... Enfin, ce qui m'inspire, c'est j'ai pas un seul mentor, j'en ai plein. Dès qu'il y a quelqu'un qui a un peu d'énergie, qui est créatif, qui a un parcours un peu atypique, qui a fait des choses qui sont un peu hors des sentiers battus, il m'inspire et j'ai envie de décortiquer toute son histoire pour essayer de comprendre un peu le profiler, comprendre comment il marche. Ouais, c'est clairement un truc que je remarque comme étant un espèce de dénominateur commun entre les entrepreneurs, cette envie de liberté, cette envie de challenger le statu quo, cette curiosité. Et en fait, c'est aussi pour ça que je fais ce podcast, parce que pour montrer que tous les entrepreneurs disent un peu la même chose. Et donc, en fait,
c'est impossible pour personne. Il suffit d'essayer d'avoir un peu cette curiosité, d'avoir cet esprit de challenging, de statu quo, et on peut avoir la motivation pour aller loin. Et c'est en effet ça que je trouve aussi inspirant chez tous les entrepreneurs. Ouais, complètement. Je suis complètement d'accord. Alors, pour bien répondre à ta question, un mec que j'ai beaucoup aimé, moi, c'est Bernard Tapie. Par son dynamisme, le mec, il cache le statu quo. Il est issu d'un milieu qui est pas le plus favorisé. Et puis, il a connu une ascension de dingue. Il était complètement contre les conformismes et contre le status quo. Hyper naturel dans sa manière de s'exprimer. Il a fait 15 métiers différents et 15 vies différentes. Et c'est vraiment un mec qui m'a inspiré dans ses discours, dans son parcours, dans ce qu'il a réalisé. Te rejoins. Je trouve qu'il a ce feu intérieur qui est un peu inexplicable parce que, oui, ok, il vient d'un milieu défavorisé, mais il y a plein de gens qui viennent d'un milieu défavorisé et qui n'ont pas cette hargne. Ouais, complètement. Pour moi, être entrepreneur, c'est un combat tous les jours, c'est hyper dur. Et en fait, moi, je pense que j'existe à travers ça parce que quand j'étais petit, pour être libre, il fallait que je me batte. Pour avoir une autorisation de sortie jusqu'à minuit, il fallait que je me batte. Pour réussir à aller dîner avec des copains, il fallait que je me batte. Donc, du coup, en fait, pour moi, c'est normal. Et si je me bats pas, j'existe pas. Donc, c'est un petit peu ça. C'est un peu cette énergie, ce feu intérieur qu'il y a en toi où tous les jours, c'est un combat. C'est dur. Il faut l'accepter. Il y en a toutes les personnes rationnelles, mais arrêteraient tout de suite d'être entrepreneurs. Moi, j'envie parfois des potes qui sont salariés, tranquillou. Ils ont leurs vacances. Putain, mais t'es tranquille, toi. Tu peux couper tout d'un coup pendant 2, 3, 4, 5 semaines. Mais le problème, c'est que c'est impossible pour moi de devenir salarié. C'est pas possible. J'aimerais parfois pouvoir être tranquille, chiller, réaliser le rêve de quelqu'un d'autre en étant salarié dans une boîte petite, grosse, n'importe quoi. Mais c'est pas possible. C'est dommage. Donc, tu es obligé d'emprunter ce parcours-là, qui est dur. C'est pas le plus simple. Mais c'est ça qui te fait exister. Et je trouve que c'est cool, en fait, l'entrepreneuriat, parce que ça va au-delà d'un métier. C'est une façon d'être. C'est toi qui va exister à travers ton parcours. Tout à fait, je te rejoins totalement. Alors avant qu'on rentre dans le sujet de ton projet, raconte-nous un petit peu comment t'en es venu là, les 2 années peut-être avant ou... Alors, avant de parler du coup de Minterra, du Deepin, etc., moi j'avais déjà créé une boîte quand j'étais étudiant encore, un truc qui avait rien à voir. Ça s'appelait EasySpot, c'était du stationnement intelligent. En gros, on partait du constat qu'à Paris, c'était hyper galère de se garer. Le temps moyen, c'était 20 minutes pour trouver une place. On voit rien, pas dans les parkings. Et en fait, les mecs, c'est trop con, mais on a un réflexe reptilien. C'est pour trouver une place, on fait que tourner en rond. Or, la bonne méthode, c'est pas de tourner en rond, c'est d'utiliser des itinéraires qui vont maximiser la probabilité de trouver une place. Du coup, j'ai commencé par ça, par m'entourer autour d'une équipe tech, et on a créé des algorithmes un peu intelligents qui permettaient de maximiser l'itinéraire pour trouver une place en voirie. Donc, j'ai commencé par essayer de craquer ce sujet, cette problématique de mais pourquoi on passe plus d'1 an et demi de notre vie à chercher une place? Aucun sens, quoi. Si on ne veut pas payer de parking. Et du coup, j'ai commencé par là. Et ensuite, on a réussi à faire un mini-exit avec la techno qu'on a revendue. Et avec cet argent-là, je me suis barré aux États-Unis et je suis allé étudier à Berkeley. Donc là, on est il y a 4-5 ans. Et à Berkeley, donc on est en 2017. Là, c'est l'effervescence autour de la blockchain. Dans n'importe quel meeting dans lequel j'allais, ça parlait de blockchain. C'était le début de l'ICO, Ethereum. Il y avait Berkeley qui avait un cours de blockchain qui était connu. Ouais, exactement. Open source. Ouais, il y avait le cours de blockchain. Moi, j'étais accompagné dans un cours d'innovation par Mark Coppersmith, qui est un super gars et tout, très cool. Du coup, avec une petite team là-bas, on a monté... ouais, c'est très cool, ouais. On a monté un petit projet blockchain pendant 6 mois. C'était ça un peu l'idée. Bon, ça n'a pas abouti parce que l'équipe, elle a splitté. Et de retour en France, je me suis dit, putain, il faut vraiment que je fasse un truc là-dedans. C'est super cool. J'aime bien, alors, un peu l'idéologie qu'il y avait derrière, qui a toujours derrière le Bitcoin, désintermédiation des banques, liberté financière, etc. Donc, j'ai commencé par une voie un peu plus classique parce que j'ai fait du conseil. J'ai fait du conseil et je suis allé dans un cabinet de conseil. J'ai développé toute une practice blockchain à l'intérieur de ce cabinet. Ça a duré 3 ans.
Et à l'issue de ces 3 ans, je me suis dit, OK, là, c'est bon, j'ai fait mes armes, j'ai mon réseau, je connais un petit peu comment ça marche, etc. Je me lance. Et c'est de là qu'est parti Minterra. Du coup, vas-y, qu'est-ce que tu as raconté? Bah, Minterra, alors, comment ça marche? Enfin, d'où ça vient, Minterra, en fait? Minterra, c'est un de mes frères qui est un gros geek, qui lui, quand j'étais aux États-Unis, je lui ai dit, écoute, il faut absolument qu'on mine du Bitcoin. Du coup, il a commencé à s'y intéresser et il a commencé à acheter des machines. Il a fait ça dans le garage, il a miné du Bitcoin. Et donc, il y a eu le premier bull run 2017-2018. Et donc, on a un peu gagné, etc. Mais à un moment donné, on s'est rendu compte que c'était pas du tout viable. Ça marchait pas. Les coûts d'électricité étaient tout simplement beaucoup trop chers. On n'était pas rentable. Il fallait soit externaliser, partir en Islande, à Dubaï. C'était pas notre souhait. On a dit, OK, il faut qu'on trouve un autre modèle côté mineur parce qu'on trouvait ça assez intéressant, mais sur d'autres blockchains, sur d'autres protocoles, sur des trucs où on pense qu'il y a une vision beaucoup plus long terme. Et c'est là où, en fait, on a commencé à s'intéresser à ce qu'on appelle aujourd'hui DeepIn, mais à l'époque, ça n'existait pas. Enfin, on ne l'appelait pas DeepIn. C'était à l'époque les golems, enfin, tous les protocoles décentralisés qui permettaient... ouais, Filecoin était bien connu, qui permettait de décentraliser le stockage de l'information ou le compute aujourd'hui. Donc, on a commencé à s'intéresser énormément à tous ces protocoles-là et on a commencé à un peu investiguer, à se dire, OK, on va acheter des premiers racks de données, on va commencer à miner un peu de Filecoin, à miner de Storj, de Golem à l'époque. Et on s'est dit, mais en fait, c'est plus rentable que Bitcoin. Miner ça rapporte plus que miner du Bitcoin en marge dette, hein, quand on déduit le coût électrique. On a dit, mais c'est super parce qu'en plus de ça, c'est moins exposé à la volatilité du marché. Parce que un DeepIn, ça gagnera toujours de l'argent parce que l'argent, il est issu de quoi? De boîtes qui achètent du storage. Donc, que le marché soit bon ou mauvais, dans tous les cas, tu génères du rendement. Donc, c'est à partir de ça qu'on a un peu build en se disant, OK, on va commencer à devenir un peu des fournisseurs de storage auprès de tous ces protocoles décentralisés parce qu'on aimait énormément la promesse que ça donnait. Ce côté, je décentralise la donnée, j'arrive à générer des coûts beaucoup plus compétitifs que les serveurs centralisés, des oligopoles qui existent aujourd'hui chez Google, Amazon, Web Services, Microsoft, etc. Donc, on trouvait la promesse hyper intéressante et c'est là qu'on a commencé à dire, OK, faut qu'on crée quelque chose autour de ça. Et donc, on a commencé par créer une ferme de minage et par faciliter l'accès aux revenus de minage avec un token qui s'appelle le Minterra Token, qui permet d'accéder aux revenus de minage et de permettre à nos investisseurs, en le stackant, de bénéficier d'un APR de plus de 10%. En stablecoin. Payé en stablecoin, ouais. Payé en USDT, ouais. C'est ça que j'ai beaucoup aimé dans votre projet, c'est que déjà, il y a un rationnel très physique derrière, à travers ces data storage, computing power et cette puissance de calcul qui est fournie. D'autant plus qu'avec qui génère de plus en plus de données et qui est de plus en plus algorithmique, et cette tendance AI ne vise qu'à générer plus de données et nécessiter plus de puissance de calcul. Donc c'est clairement porteur. Il y a ce rationnel physique, comme je disais derrière. Il y a cette distribution de yield en stablecoin qui est quand même plus rationnelle que tu vas donner du yield dans un token qui est volatile. Donc c'est très très cool. Après, j'ai vu que vous aviez fait une sorte de collection de NFT. D'où c'est venu? Pourquoi? À quoi ressemble votre communauté en fait? En fait, la collection NFT, elle a été lancée récemment, là, en décembre 2023. On l'a fait pour 3 raisons. La première, c'est que c'était une demande de la part de la communauté. Pourquoi vous ne faites pas un NFT? C'est sympa les NFT, nous on veut des NFT. Parce que la typologie de notre commu, elle est un peu plus degen, assez française, qui investissent entre 2, 3, 400 euros, une partie de leur économie très jeune. Donc elle avait envie un peu d'un truc un peu fun sur un produit qui n'est pas très sexy. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est venir vraiment enrichir notre écosystème et de permettre d'ajouter une utilité. Parce qu'aujourd'hui, si un investisseur achète un NFT, ça va permettre de lui créer des boosts d'APR sur le produit phare qui est le staking de Minterra et la perception du USDT mensuel sur la base de nos revenus de minage. Donc ça, c'était la deuxième raison. Et puis la troisième raison, qui est un peu plus, je dirais, plus du team building, c'est que ça faisait trop marrer l'équipe. On a eu l'opportunité de travailler avec un artiste sympa en France parce qu'on le connaissait bien. Et donc, on s'est dit, OK, ce mois-ci, on va créer un NFT. Ça va s'ajouter à notre catalogue de produits et ça va permettre d'ajouter une utilité à notre écosystème. Donc, c'est un peu pour ça qu'on l'a lancé.
sans forcément avoir une énorme conviction derrière. C'est pas du tout le cœur de notre produit, hein. Aujourd'hui, c'est plus un produit ad hoc qui rajoute une fonctionnalité et qui crée aussi une image, parce qu'aujourd'hui, voilà, l'identité graphique de ce NFT, c'est un mineur un peu sympa avec une pioche qui repose sur un caillou, et donc il y a un peu une notion un peu de gaming, c'est-à-dire s'il y a la pioche en or, le boost il est plus fort. Si tu as la pioche qui est en mode Minecraft, c'est un truc qui est encore plus fort. Si tu as la pioche qui est malheureusement tu chopes la pioche qui est normale, bon bah tu as un boost un peu moins fort. Donc il y avait un petit peu cette notion de gamification derrière pour répondre un peu à la demande de la commu qui voulait un truc un peu plus on va dire moins sérieuse. Ça fait combien de temps Mintera et comment tu décrirais les différentes grandes étapes tu vois, et quelles sont un peu les prochaines? Bah, Mintera, ça fait 2 ans et demi qu'on travaille dessus. On va dire que la première année, ça a permis de constituer une grosse connaissance sur le DeepIn. Donc aujourd'hui, et plus particulièrement sur le storage. Donc nous, on est aujourd'hui que positionné sur le storage, pas le compute, pour plusieurs raisons. La première, c'est l'usure du matériel. Quand on fait du minage de compute, le matériel s'use en 1 an et demi, ça consomme quand même beaucoup d'électricité, donc sur le long terme, c'est un peu moins rentable. Donc on a décidé de se mettre que sur le storage. On a développé une énorme connaissance là-dessus, donc on maîtrise parfaitement les 25 deep in storage aujourd'hui qui existent dans l'écosystème. Ensuite, on a dû en sélectionner plusieurs, faire des choix, acheter le matériel, le hardware, le brancher. Donc la première année, elle a vraiment été dédiée à se construire un produit qui va permettre de dégager un rendement qui est tangible et qui fonctionne. Ensuite, la deuxième, ça a été toute la couche, on va dire software. C'est-à-dire, OK, maintenant qu'on a une ferme, il va falloir faciliter l'accès aux revenus. Quoi de mieux qu'un token? Donc là, il y a eu toute la partie software. Donc on a développé sur Arbitrum, on a fait un smart contract un peu nouveau parce que c'est un nouveau standard. Aujourd'hui, quand on stake du Mintera, on perçoit de l'USDT. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Aujourd'hui, quand on stake, on récolte dans la même monnaie que la monnaie qui est stakée. Donc ça a demandé quand même un peu plus de recherche. On a fait auditer, on a fait les choses vraiment assez sérieusement. Donc une fois qu'on a réussi à bâtir ces 2 couches, une couche hardware solide et une couche software solide, là, on a décidé d'aller chercher le marché et donc de bâtir une communauté, d'aller chercher un peu plus d'aller chercher des holders, d'aller chercher des gens qui s'intéressent. Et donc, c'est un petit peu aujourd'hui là où on en est. On a réussi à vendre un petit peu de tokens, on a levé à peu près 70 ETH. On a une ferme de plus de 7000 teraoctets. On est sur 4 DeepIn, protocole DeepIn. Sur donc le Filecoin, le Chia, on est dans le top 2% des mineurs, le Storj, l'IOS, qui est un nouveau, qui sont des DeepIn quand même, qui sont dans les top 200 en termes de market cap à chaque fois. Donc voilà, aujourd'hui, on a réussi à se constituer une ferme solide, un soft solide, audité, sécurisé, une commu en croissance. Et donc là, notre objectif, nous, c'est de scale, c'est de mettre à l'échelle. Alors, rentrons un peu dans le détail de ces providers de DeepIn que tu citais comme Filecoin, Storj, etc. Qui les utilise? Qui est le end user de ces sites-là? Qui paye pour générer du yield de mineurs? Ceux qui payent, c'est ceux qui ont besoin de stocker de l'information. Chaque DeepIn a son use case, plus ou moins. C'est-à-dire qu'il y a certains DeepIn de storage qui sont plus sur de la donnée de backup, d'archivage, où on appelle ça l'égresse, c'est-à-dire l'aller et retour de la donnée, elle est faible. C'est-à-dire qu'il y a moins de 5% de la donnée que tu stockes que tu vas appeler tous les jours, de manière quotidienne. C'est vraiment pour archiver. Ça, c'est des offres qui marchent bien, qui sont hyper compétitifs parce que par rapport au prix pratiqué par les oligopoles, ils arrivent à diviser par 10 le coût de stockage. Alors, Filecoin est très bon là-dedans. Storj aussi est assez bon. Ensuite, il y a d'autres protocoles qui sont sur d'autres use cases, qui sont plus sur de la donnée plus live, plus de streaming, où là, il y a plus d'égresse. L'égresse, c'est très fort, c'est-à-dire que c'est de la donnée qu'on va utiliser plus de manière quotidienne. Par exemple, on peut stocker des données d'email, on peut stocker des données bancaires, alors ça ne marche pas encore très bien. Et là, c'est d'autres protocoles encore, donc IOS est assez bon là-dessus. Ça coûte un peu plus cher, mais ils arrivent quand même à diviser par 2 ou 3 par rapport à ce que proposent aujourd'hui les Amazon, les Oracle, etc. Et qui sont ceux qui les utilisent? Aujourd'hui, il y a 3 typologies de users.
La première, c'est le Web3 utilise. Solana utilise IOS. Enfin, toutes les données de blockchain, elles sont stockées sur ces 10 pins de storage. C'est normal. Pourquoi aller chercher des serveurs centralisés alors que nous, on a la connaissance Web3 pour stocker la donnée? Donc, ils utilisent ces protocoles-là. C'est les clients et ça représente, je pense, aujourd'hui, peut-être 20% de toute la donnée qui est stockée, le protocole Web3. Ensuite, les deuxièmes utilisateurs, c'est les entreprises. Aujourd'hui, les entreprises, elles ont compris que faire appel à un storage versus faire appel à Amazon Web Services, quoi de mieux que d'aller chercher un storage pour diviser par 2, 3 CAPEX et l'OPEX des coûts IT de stockage de la donnée. Donc ça, c'est des entreprises, il y en a beaucoup. Là, en France, je pourrais en citer quelques-unes, mais qui utilisent ces protocoles-là. Mais c'est encore très peu démocratisé. Voilà. Et troisième typologie, c'est des utilisateurs lambda. Alors là, en termes de nombre d'utilisateurs, il y en a beaucoup, mais en termes de volume, ça reste faible. Voilà, c'est le retail. Ouais. Et donc, aujourd'hui, quand on analyse un petit peu le marché du stockage de l'information, c'est 90 milliards worldwide environ. Sur 90 milliards, aujourd'hui, 85 milliards de la valeur, elle est captée par l'oligopole que je cite tout le temps, Google, Amazon Web Services, Oracle, après quelques-uns, OVH, etc. Seulement 5 milliards est capté par les DePIN, essentiellement le Filecoin. En 2030, nous, c'est notre vision, c'est que déjà le marché, il ne sera plus à 90 milliards, mais il sera plus aux alentours de 350 milliards de la donnée, pour les raisons que tu expliquais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va vivre dans un monde d'intelligence artificielle où il va falloir compute, ça c'est sûr, mais il va falloir aussi stocker l'information qui est computée. Et donc, la demande en stockage est en train d'exploser. Et donc, en 2030, les études montrent que le marché, il va être multiplié par 4, 5 par rapport à aujourd'hui, et atterrir plus ou moins à 350 milliards. Et ce qui est intéressant de voir dans ce marché, c'est qu'aujourd'hui, il est dominé à 90% par les oligopoles, mais demain, le gâteau, il va être partagé à moitié entre les oligopoles, donc ça ne sera même plus des oligopoles, et à l'autre moitié par la proposition de valeur qui est la DePIN. Et donc, nous, Minterra, on se positionne vraiment là-dessus, sur cette vision-là, sur cette croyance-là, et sur la proposition de valeur et la valeur ajoutée qu'offre la blockchain, c'est-à-dire cette notion de décentraliser la donnée, le DePIN, et donc casser les coûts du stockage de l'information. Est-ce que tu as des chiffres en termes de, espace de stockage que tu rends disponible ou que tu gères? Ouais, nous, aujourd'hui, on gère 7 pétabytes de données. 1 péta, c'est 1000 teraoctets. Donc aujourd'hui, on a une ferme de 7000 teraoctets de données chez nous, in-house, qui sont le résultat d'un investissement en CAPEX d'environ 170 000 euros, et qui nous permet aujourd'hui de dégager des revenus liés au minage de ces protocoles et de reverser une partie du coup, à nos investisseurs. Et est-ce que vous avez... Alors d'ailleurs, elles sont où ces fermes Ces fermes, pourquoi ce choix Alors, on a 2 endroits, nous. Il y en a une qui est basée en région parisienne, en Île-de-France. Donc là, il y a à peu près 60% de la capacité. Et il y a une autre ferme qui est basée en Lozère, qui est un département français dans la diagonale du vide, 48, Clermont-Ferrand, etc. Parce que le foncier est pas cher et parce que notre volonté à terme, c'est d'aller alimenter nos fermes par de l'énergie renouvelable, donc photovoltaïque. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, mais à terme, l'idée, c'est que 100% de nos fermes soient alimentées par de l'énergie verte. Et aujourd'hui, vous êtes combien pour opérer tout ça et comment tu définirais ton seuil de rentabilité? Aujourd'hui, on est 5 à opérer tout ça. Donc, moi, je suis le CEO de Minterra. Il y a Tom qui gère la partie marketing. Ensuite, il y a Benjamin qui est, lui, sur toute la partie software et R&D, identification de nouveaux DePIN. Antoine qui est sur toute la partie infra. Et puis, on a un dev plus front-end qui, lui, est plus sur la partie infra, data analytics, analyse de rentabilité de chaque DePIN en Unreal Data. Donc, voilà aujourd'hui combien on est. Notre seuil de rentabilité, alors aujourd'hui, on n'est pas encore rentable. On prévoit de l'être pas à la clôture 2024, mais à la clôture 2025. Le seuil de rentabilité aujourd'hui, il est plus défini par le nombre de, comment dirais-je, la capacité de notre à 12 PB de capacité, elle sera rentable, pour le faire simple. C'est ce que je voulais dire. Donc 12 pétabytes pour 5 personnes plus beaucoup.
Exactement. Exactement. Ok. Donc, il faut que il y ait quasiment. En gros, il faut qu'on arrive à doubler. Pour doubler, il faut qu'on investisse en CAPEX. Pour investir en CAPEX, il faut qu'on accumule du financement. Super intéressant. Bah, maintenant qu'on a, on va rentrer un petit peu dans la phase 3 là, de notre échange. Là, je me focus plus sur la phase 1, c'était un peu ton parcours initiatique jusqu'à l'entrepreneuriat. La phase 2, plutôt ton projet et un petit peu essayer de comprendre les impacts, les tenants et les aboutissants d'Epin. Et puis la troisième partie est plus sur ton expérience de fondateur. Qu'est-ce que tu as trouvé être le plus difficile en tant que fondateur? Il y a plusieurs choses qui sont difficiles. Ce qui est difficile, c'est le quotidien. C'est-à-dire que l'entrepreneuriat, c'est des hauts et des bas. Donc là, par exemple, on est dans un haut, nous, parce qu'on a signé un super contrat. Hier, on a fait la fête. On était super contents. Par contre, il y a 2 mois, on était en mode punaise, mais qu'est-ce qu'on fait? Dans le doute, est-ce qu'on est sur le bon modèle? Est-ce que ça va marcher, etc. Donc, c'est vraiment des up and down. Et il faut avoir cette rigueur et toujours croire en son projet pour garder la motivation. Alors, il y en a qui arrivent très bien à garder leur motivation en mettant en place des routines. Donc, ils suivent leur routine. Et du coup, même s'il y a des up and down, la routine va leur permettre de garder cette motivation. Moi, je ne suis pas du tout comme ça. Je n'ai pas de routine. Je suis un peu trop désordonné sur plein de trucs. Du coup, je vis vraiment le up and down. Et du coup, ce qui est le plus dur, je pense, en tant que fondateur, c'est vraiment cette bipolarité qui peut exister, ces extrêmes dans lesquels tu peux passer, mais parfois, c'est en quelques jours où d'un coup, tu as 5-6 leads. Tu te dis, putain, mais je vais exploser ma semaine. Et puis, en fait, à la fin de semaine, tu te retrouves avec 0 lead et il n'y a rien qui a marché. Tu te dis, mais est-ce que je suis est-ce que j'ai tort? Est-ce que j'ai raison? Est-ce que je suis dans le juste? Donc, c'est une perpétuelle remise en question. Alors, sur le marché, sur ton projet, sur les équipes avec qui tu es, qui fait que tu dois au quotidien t'améliorer, builder, avancer, tout en gardant cette motivation et te réinventer. Ouais. Donc, je pense que ce qui est le plus dur, c'est vraiment ça. Alors, tout le monde l'appelle ça la résilience, réussir à garder le cap malgré tout ce qui peut exister, le doute, etc. Je pense que c'est ça, ouais, le plus dur, c'est de garder le cap et le doute existe, il faut l'accepter pour moi, mais il ne faut pas trop regarder derrière non plus, il faut toujours aller devant. Exactement. Comment tu décrirais... Alors, tu avais eu une expérience entrepreneuriale, mais sur Minterra, quand tu te revois, entre guillemets, au premier jour de Minterra et aujourd'hui, qu'est-ce que tu te dis? Je me dis, on est super content. Nous, on est super content de ce qu'on a fait parce que sans lever d'argent, avec, j'ai envie de dire, notre couteau, et voilà, on a réussi à build un truc qui, aujourd'hui, marche. Alors, à un stade quand même qui est embryonnaire parce qu'on arrive à payer 4 salaires, mais c'est pas non plus, c'est pas la licorne de demain pour le moment. Donc, on est super content de ces réussites-là. Donc, quand on regarde tout le chemin qui a été accompli, tout ce qu'on a pu faire comme erreur, comme succès, etc., c'est assez incroyable. Donc, je me souviens même plus de la question. Je disais, entre le premier jour de Minterra et aujourd'hui, quand tu regardes l'entrepreneur Julien, Ouais. À la troisième personne, qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu trouves la notion la plus marquante que tu as apprise? La notion la plus marquante, ouais, c'est une bonne question. Toi, tu peux reformuler, qu'est-ce que tu ferais différemment? Qu'est-ce que je ferais différemment? Ouais. Il n'y a pas un truc où tu te dis, mince, là, je me suis mal pris, si j'avais fait comme ça, je pense que j'ai closé ce client, j'aurais pu aller avec Cindy. Ouais. Ça va faire quelques mois, etc. Ouais, alors, ce que je ferais différemment, c'est... on a eu plusieurs leads, plusieurs fois, où j'ai pris les leads, alors un peu tout seul ou avec Tom et Benjamin. Et dans les calls, j'étais un peu le seul à parler en mode passionné. Et je pense que être passionné, c'est bien, mais pour vendre, c'est pas bien. Et du coup, et ça, j'ai énormément appris, je pense que je suis pas un très bon vendeur parce que je suis trop passionné. Et quand on est trop passionné, on n'est plus dans l'empathie avec
avec son lead pour essayer d'être plus dans le questionnement, de comprendre ses besoins et d'aller essayer de transformer. Donc, la plus grande leçon, je pense, que j'ai appris au bout de ces 2 ans, c'est pour convertir, il faut toujours, pour vendre, il faut réussir à être bien entouré avec des gens plus pragmatiques, qui ont d'autres qualités. Il faut savoir où est sa place. Et savoir où est sa place. Exactement, savoir où est sa place dans ce process de vente. Et savoir la fermer quand il faut la fermer. Savoir vraiment... et faire confiance à ses associés, à ses gars pour pouvoir... pour que ça marche. Parce qu'on fonctionne tous différemment. Parfois, on pense que c'est notre perception des choses qui va faire que ça marche, alors que c'est pas du tout le cas. Et j'ai eu au cours de ces 2 ans beaucoup de fois où je me suis rendu compte qu'en fait j'ai une perception des choses, mais elle n'était pas forcément juste. Et ça m'a permis d'avancer, et je pense que ça permet aussi d'être beaucoup plus efficient. Alors là, je parle dans l'exemple d'un process de vente, mais au quotidien pour être plus performant. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et en effet, quand je t'entends dire ça, je repense à la première fois que tu as lu, avec beaucoup d'énergie. Peut-être, ouais, alors je n'ai pas envie de dire trop d'énergie pour une première fois, mais moi j'essaie toujours de rationaliser un pitch très énergétique, tu vois, de passionné. Et en effet, du coup, tu vois, il m'avait fallu 2-3 calls pour entrer dans le truc, comprendre bien les flux, comprendre l'utilité, etc. Mais ouais, c'est super. Ouais, complètement. Tu as remis en question sur... tu disais... Non, mais d'ailleurs... Bon, alors, tu disais que tu n'avais pas de routine, mais moi, à chaque fois que je te vois là au bureau dans Pirates, c'était sur le bureau, dans ton ordinateur, tu m'as l'air quand même quelqu'un d'assez rigoureux. Ouais, bah forcément, enfin, je veux dire, en fait, quand je dis routine, c'est tous les matins, je me réveille pas à 6 heures, je fais mon sport, machin. Bon, tous les matins, je me réveille, il est 7 heures, bon, j'ai une fille, il y en a une deuxième qui arrive, donc je m'occupe un peu d'elle quand même. Je veux dire, j'ai pas un truc qui est tracé et qui me permet de suivre un process, entre guillemets, pour conserver cette motivation et pour me rassurer. C'est un peu différent à chaque fois. C'est pas prévu, je prévois pas ou peu. Je laisse le truc au fil de l'eau, même si forcément on est pragmatique, on a des choses à faire, etc. Mais je me qualifierais pas comme une personne hyper sérieuse et assidue dans cette méthode. Je suis un bosseur. Il y a pas de toute façon, j'ai envie de dire, si on est entrepreneur et qu'on ne sait pas bosser, c'est pas la peine, c'est pas possible. Mais c'est un petit peu dans comment dirais-je, dans l'élan que les choses elles vont avancer. Qu'est-ce que tu fais pour te défouler? Je pense que je fais 3 choses. La première, c'est que je fais du sport. Je fais pas mal de sport. Donc je fais du tennis et puis la course. Ça, je pense que c'est vraiment vital pour moi. Si j'avais pas ça, ça serait dur d'avoir les idées claires. La deuxième, c'est j'aime bien me reconnecter à la nature, alors pas tous les jours, pas toutes les semaines, mais ça me fait un bien de dingue. Donc il y a des moments, parfois, je pète un câble, je sens que je suis pas lucide, ça marche pas, ça avance pas, la solution je la trouve pas. Je prends la voiture, je me barre à 1h30 de Paris et je me pose tout seul, en forêt, j'attends, je sais pas ce qui se passe, je me promène. Et c'est con, mais quand tu reviens dans la voiture, il y a vraiment un avant et un après. Il y a un truc qui s'est passé. Et souvent, à un moment donné, en fait, tu prends tellement de recul que tu arrives à beaucoup mieux prioriser et avoir une picture qui est beaucoup plus claire sur la situation. Et c'est là que, alors tu ne trouves pas la situation immédiate en mode Eureka, comme dans les films, mais finalement, il y a un changement qui s'est fait et ça marche. Ça, c'est le deuxième truc. Et le troisième truc, c'est voir mes potes, prendre des bières, décompresser. C'est vrai. Décompresser, ouais, c'est vrai que ça, c'est sympa. Alors, dans une moindre mesure, parce que je ressens forcément quand on boit de l'alcool, ça casse sur une productivité, une performance, donc j'essaie quand même de ne pas le faire de manière fréquente. Mais quand je le fais, je ne le fais pas à moitié. Et ça permet vraiment de décompresser. Work hard, play hard. Ouais. C'est marrant, ça m'inspire une réflexion que j'ai assez souvent. Est-ce que tu dirais que tu cherches un équilibre entre ta vie privée et ta vie pro, ou est-ce que tu cherches une harmonie entre ta vie privée et ta vie pro?
Ouais, c'est une très bonne question. Je pense que c'est plus une harmonie qu'un équilibre. Parce que pour moi, quand on est entrepreneur, un équilibre vie pro, vie perso, il n'a pas trop de sens. Il a beaucoup de sens pour moi quand on est salarié. On arrive vraiment à rendre les deux choses de manière très indépendante. Il y a le monde pro, le monde perso, et c'est vraiment bien ségrégué. Quand on est entrepreneur, c'est pas vrai. Moi, quand j'emmène ma fille se promener au parc ou etc., je suis quand même encore en train de penser à ce que je vais faire, etc. C'est impossible de ségréguer les deux. Parce que, en fait, c'est son projet, c'est notre projet, c'est un projet de vie. C'est ta personnalité que tu mets au quotidien, au travail. Donc, c'est complètement une harmonie que tu cherches à trouver et réussir à t'épanouir dans les deux. Et il y a vraiment un vase communicant entre ces deux mondes que tu dois accepter et qui doit marcher. Et une question que j'aime bien finir avec les fondateurs, c'est toute la notion de succès. Comment tu définirais ton succès? Qu'est-ce que tu veux? Quelle étape tu veux? À quelle étape tu veux arriver pour considérer que, entre guillemets, it's enough et tout le reste, c'est du bonus? Bah, là, moi, à ce stade, j'ai envie de dire, il n'y a pas de limite. Donc, du coup, pour moi, pour avancer, il faut rêver grand. Donc, moi, Minterra, je la vois demain leader de fournisseurs de cloud décentralisé, deep-in. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on parle à Amazon Web Services, à Microsoft et à Oracle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a les épaules suffisamment solides pour leur parler. Donc, qu'on a un rang qui est assez élevé, quoi. Donc, je me fixe aucune limite. J'ai vraiment... il faut penser... faut avoir de l'ambition, il faut aller loin pour peut-être... Il n'y a pas de prétention derrière, hein. Je veux dire, quand on fait un match de tennis et qu'on affronte Djokovic, si on commence à dire il est bien meilleur que moi, c'est fini, le match est plié. Donc, par contre, si on se fixe nos limites, même si je suis classé 200e mondial et que je pense que je peux le gagner, il y a peut-être un espoir. D'ailleurs, je pense que les grands champions, c'est ça qui ont fait. Ils pensent qu'ils peuvent se gagner toujours, même si dans les cartes, c'est pas ça ils sont pas en faveur du match. Moi, c'est du 4, mais quand on part sur la grille, tout le monde a envie de gagner. Ouais. Mais si tu fais du kart et que tu es contre Verstappen, est-ce que tu pourrais penser que tu peux gagner contre lui? Voilà. Je roule pour gagner. Complètement. Donc, en fait, nos limites. Alors après, qu'est-ce que ça veut dire le succès? Ça, c'est une autre question et c'est plus compliqué. Mais ouais. Alors, j'ai dit c'était la dernière question et ça me finit sur une autre question. Non, mais c'est plutôt le mot de la fin en fait. S'il y a des jeunes entrepreneurs qui nous écoutent, qu'est-ce que tu voudrais qu'ils retiennent? Si vous avez envie de vous lancer, prenez un projet qui vous tient à cœur et ne le lâchez pas. Croyez en vous. Et par contre, pensez pas que c'est facile. Écoutez pas les storytelling. J'ai levé 5 millions, 10 millions, 5 millions. Maintenant, je suis une licorne. On a l'impression que c'est le résultat de 1, 2, 3 ans de travail. C'est pas du tout vrai. C'est un travail d'acharné. C'est souvent le résultat soit de plusieurs entreprises qui a conduit après au succès. Mais il va falloir se battre et être résilient tout au long du chemin et accepter les échecs et y aller sans jamais perdre son enthousiasme. Clairement. Alors, je vais prendre Andrea, juste un truc que tu as dit. Pour moi, c'est pas l'entrepreneur qui doit choisir son projet, c'est qu'il doit trouver le projet qui l'a choisi. Ouais, c'est vrai. Même si tu choisis ton projet, c'est rationnel. Et donc, du coup, entre guillemets, s'il y a de la difficulté, rationnellement, t'arrêtes. Ouais. En fait, t'arrêtes pas parce que you're on a mission, parce que le projet t'as choisi, quoi. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Si le projet t'as choisi, tu l'as au trip et c'est pas rationnel parce que toute personne rationnelle arrêterait sinon, c'est pas possible. Donc, il faut avoir ce côté quand même assez irrationnel pour pouvoir et pas être forcément complètement sain d'esprit pour autant se battre parce que sinon ça peut pas marcher. Excellent. Merci Julien de Minterra. C'était un plaisir d'avoir ce petit échange et de découvrir un peu plus sur l'écosystème d'Epine. C'est vrai qu'on parle très souvent de software, mais il y a clairement encore des choses à faire dans le hardware ou quelque chose qui a
une plus grande composante hardware. Du coup, c'est la fin du podcast. Merci à tous d'avoir écouté. N'hésitez pas à nous follow sur les réseaux sociaux ou sur la newsletter que vous pouvez trouver sur pirateslab.com. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de podcast. Cheers!